C'est gâté, les amis. La sortie de M. Laurent Gbagbo fait polémique actuellement. Il répond aux questions posées par les journalistes. On regarde ensemble la vidéo. Gbagbo, je m'adresse à vous une nouvelle fois pour savoir si vous avez des observations à formuler sur les conditions de votre remise à la Cour pénale internationale, ainsi que sur les conditions de votre détention au siège de la Cour à La Haye depuis votre arrivée. Madame, les conditions de ma détention à la Cour ici, à la Cour à La Haye, sont correctes. Ce sont les conditions normales de détention d'un être humain. Mais c'est mes conditions d'arrestation qui le sont moins. J'ai été arrêté le 11 avril 2011 sous les bombes françaises. Président de la République, la résidence du président de la République a été bombardée du 31 mars au 11 avril. Et c'est dans ces décombres-là, le 11 avril, pendant qu'on bombardait la résidence qui était déjà à terre, nous on s'est cachés dans les trous de la résidence et une cinquantaine de chars français encerclaient la résidence pendant que les hélicoptères bombardaient. C'est dans ces conditions-là que j'ai été arrêté. J'ai vu devant moi mourir mon ministre de l'Intérieur, Tagro. J'ai vu mon fils aîné, qui est encore détenu en Côte d'Ivoire. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on l'a arrêté. C'est peut-être parce qu'il est mon fils. Je l'ai vu battu. J'ai vu mon médecin personnel qui était avec moi, le docteur Blé, qui est encore à Korogo. Je l'ai vu battu, j'ai cru même qu'il allait mourir, mais Dieu merci, il n'est pas mort. Mais Tagro a eu moins de chance, le ministre de l'Intérieur. C'est dans ces conditions que ça s'est fait. Bon, je ne vais pas continuer parce qu'on n'est pas dans le procès, mais je veux dire, les conditions de l'arrestation sont celles-là. C'est l'armée française qui a fait le travail. Et elle nous a remis aux forces de Alassane Ouattara qui n'étaient pas encore les forces régulières de Côte d'Ivoire, puisque les forces régulières travaillaient avec moi. On nous a donc amenés à l'hôtel de Golfe, qui était le siège de campagne et le siège d'Alassane Ouattara, le 11 avril, et le 13, l'ONUCI m'a transféré, enfin nous a transféré, moi et mon médecin personnel, nous a transféré à Korogo, à peu près à 600 km au nord de la Côte d'Ivoire. J'étais logé dans une maison. J'avais un lit, un moustiquaire, une douche. La salle, j'avais 2 repas par jour à ma demande, parce qu'on m'avait proposé 3. Généralement, je ne mange pas 3 repas par jour, j'en mange que 2. Donc, le problème n'était pas là. Mais je ne voyais pas le soleil. Je ne savais ce qui se passe dans le ciel
que quand il pleuvait sur le toit, je ne voyais pas le soleil. J'ai vu, les quelques rares fois où j'ai vu le soleil, que quand mes avocats sont venus, et ils sont venus à cause des difficultés, alors même Maître Altit est allé jusqu'à Korogo, il a fait 2 jours, on l'a empêché de me rencontrer. Et ça a été tout le temps comme ça, une bataille entre les avocats et mes geôliers pour que je puisse voir. Alors, c'est pas... Je pense que ça, ce n'était pas correct. Bon, là aussi, je vais m'arrêter parce que c'est pas une séance pour apitoyer les gens. Hein. J'essaie de décrire ce qu'il y a à dire. L'enfermement, sans pouvoir marcher, sans pouvoir voir le ciel, sans pouvoir sortir, a fait que j'ai eu de nouvelles pathologies, en plus de celles que j'avais déjà. Et je ne suis plus un jeune homme, comme vous le voyez, madame. Je ne suis plus un jeune de 20 ans ni de 30 ans. J'ai aujourd'hui 66 ans. Donc, aujourd'hui, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à tous les poignets, j'ai mal Ici même, quand je suis arrivé, heureusement, on m'a fait des radios, on me donne des médicaments. Donc, voilà ce que je souhaitais dire. Sur mon transfert à La Haye, madame, moi, je suis toujours surpris par certains comportements. Si on me dit, Gbagbo, tu vas aller à La Haye, je monte dans l'avion, je viens à La Haye. Mais là encore, on nous a trompés. On m'a appelé, on me dit que je vais rencontrer un magistrat à Korogo dans le cadre de je ne sais plus quelle affaire. On a attiré mes avocats là-bas. Et pendant qu'on discutait, le juge d'application des peines est arrivé avec un papier que je n'ai d'ailleurs pas lu. Voilà le mandat d'arrêt. Donc, immédiatement, il faut qu'on fasse une séance. Ils ont improvisé là, alors que mes avocats n'étaient pas préparés à ça. Alors que moi-même, je n'étais pas préparé à ça. Ils ont improvisé là une séance de jugement pour que la Cour donne son autorisation à mon enfermement. Madame, je ne regrette pas d'être là, je suis là, on va aller jusqu'au bout. Mais je vais dire qu'on peut faire les choses de façon plus normale. On n'a pas besoin de se cacher. On n'a pas besoin de... J'ai dirigé ce pays pendant 10 ans, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Et quand cette séance volée s'est achevée, mon geôlier m'a pris dans la voiture pour me ramener à mon lieu de détention. Et puis à un moment, je vois qu'on dépasse le lieu de détention. Alors je lui dis, mais on a dépassé l'endroit. Il me dit, non, on va à l'aéroport parce que l'aéroport n'était pas éclairé. À partir de 18h30, il faut que l'avion s'envole.
J'ai dit, je vais où? En avion. Il n'a même pas eu le courage de me dire, vous allez à La Haye. Il me dit, vous allez à Abidjan. Alors j'ai ri, parce que j'avais compris. Mais c'est comme ça que je suis venu sans rien. Sauf avec mon pantalon et ma chemise. Sans rien. Du tout. Donc je signale cela pour que vous puissiez prendre des précautions pour que prochainement, dans d'autres pays, dans d'autres cas, cela ne se répète plus parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça fait croire qu'il y a des gens qui sont de mauvaise volonté, qui n'ont pas envie de comparaître. Si on m'accuse, c'est qu'on a des éléments de preuve pour m'accuser. Donc, je comparais, je vais voir ces éléments de preuve, je vais les confronter à ma vérité, à moi, et puis vous jugerez. Mais ce n'est pas bon qu'on essaie de jouer des petits tours de passe-passe. Madame, voilà ce que je voulais vous dire sur mes conditions d'arrestation, de transport, de transfert et de vie ici. Ici, bon, on vit normalement. Hein. Ici, il n'y a pas de... Ici, je n'ai pas de problème. Ici, je n'ai pas de problème. Voilà. Voilà, madame. Là où je l'attendais, ça n'a pas été le cas malheureusement. Où est-ce que vous l'attendiez? J'attendais qu'il puisse décrypter peut-être le discours du chef de l'État. Je l'attendais. Une réaction par rapport à l'actualité nationale? En principe, je l'attendais peut-être sur des propositions de dynamisme au niveau de l'environnement politique. Mais je pense que pour moi, il n'y a pas eu de changement notable, véritable. Gbagbo a gardé ses lieutenants qui lui étaient proches. C'est comme si on était un jeu de dames où on a simplement déplacé les pions. Et je constate malheureusement que les prisonniers ont eu tort. Je ne vois pas Kone Boubacar, je ne vois pas Blaise Las, je ne vois pas Damana Picasse. Et là, il consolide en fait ce présidium-là par tout ce que nous savions. Ce sont ses lieutenants proches. Assoa Adou, premier vice-président, qu'est-ce que ça peut bien donner? Quand je pense qu'Assoa Adou, Gbagbo Laurent, c'est presque la même génération, alors que si on devait pouvoir quand même déléguer, c'était peut-être à la jeune génération de son parti, mais je n'ai vraiment rien vu d'impressionnant, à part Kone Katina, franchement, sinon avec l'équipe que je vois, c'est le lieutenant. Et Gbagbo a fini par donner raison en fin de compte à Afi Nguessan. En fin de compte, quand je vois avec le temps. Et c'est ce que nous demandions, c'est ce que les gens demandaient à Gbagbo, de pouvoir à un certain moment donné se retirer, de faire la part belle à ceux qui le méritent, qui ont encore plus de dynamisme afin de diriger le parti là. Et aujourd'hui, il accepte malheureusement tout ce qu'il avait proposé pour pouvoir changer les choses, rien n'a marché. Que ce soit trop c'est trop, pacte social, zéro bilan. Aujourd'hui, c'est un présidium qui nous présente. Pourquoi faire pas de nouvelles têtes? Qu'est-ce qu'ils vont proposer de mieux? Je n'en sais rien. Gbagbo véritablement donne raison une fois de plus à ses détracteurs pour dire qu'il n'a plus rien à proposer, malheureusement. Et aux grandes dames de tous ceux qui sont allés en prison, comme les jeunes cadres, comme Damana, à qui je pense, Las Blaise, et malheureusement à un gars comme à une personnalité que je respecte bien, Kone Boubacar. Alors qu'est-ce qu'on doit attendre de ce présidium-là? Je ne sais vraiment pas, mais je suis pessimiste. D'accord. Inès, Gandhi l'appelle un présidium. Est-ce que ce n'est pas finalement une manière de rebattre les cartes pour préparer une éventuelle relève? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres enjeux derrière cette redistribution? Là où je l'attendais, ça n'a pas été le cas malheureusement. Où est-ce que vous l'attendiez? J'attendais qu'il puisse décrypter peut-être le discours du chef de l'État. Je l'attendais. Une réaction par rapport à l'actualité nationale? En principe, je l'attendais peut-être sur des propositions de dynamisme au niveau de l'environnement politique. Mais je pense que pour moi, il n'y a pas eu de changement notable, véritable. Gbagbo a gardé ses lieutenants qui lui étaient proches. C'est comme si on était un jeu de dames où on a simplement déplacé les pions. Et je constate malheureusement que les prisonniers ont eu tort. Je ne vois pas Kone Boubacar, je ne vois pas Blaise Las, je ne vois pas Damana Picasse. Et là, il consolide en fait ce présidium-là par tout ce que nous savions. Ce sont ses lieutenants proches. Assoa Adou, premier vice-président, qu'est-ce que ça peut bien donner? Quand je pense qu'Assoa Adou, Gbagbo Laurent, c'est presque la même génération, alors que si on devait pouvoir quand même déléguer, c'était peut-être à la jeune génération de son parti, mais je n'ai vraiment rien vu d'impressionnant, à part Kone Katina, franchement, sinon avec l'équipe que je vois, c'est le lieutenant. Et Gbagbo a fini par donner raison en fin de compte à Afi Nguessan.
en fin de Dans compte, quel quand je sens? vois avec le temps. Et c'est ce que nous demandions, c'est ce que les gens demandaient à Gbagbo, de pouvoir à un certain moment donné se retirer, de faire la part belle à ceux qui le méritent, qui ont encore plus de dynamisme afin de diriger le parti là. Et aujourd'hui, il accepte malheureusement tout ce qu'il avait proposé pour pouvoir changer les choses. Rien n'a marché. Que ce soit trop c'est trop, pacte social, zéro bilan. Aujourd'hui, c'est un présidium qui nous présente. Pourquoi faire? Pas de nouvelles têtes. Qu'est-ce qu'ils vont proposer de mieux? Je n'en sais rien. Gbagbo véritablement donne raison une fois de plus à ses détracteurs pour dire qu'il n'a plus rien à proposer, malheureusement. Et aux grandes dames de tous ceux qui sont allés en prison, comme les jeunes cadres, comme Damana, à qui je pense, Las Blaise, et malheureusement à un gars comme à une personnalité que je respecte bien, connaît Boubacar. Alors qu'est-ce qu'on doit attendre de ce présidium-là? Je ne sais vraiment pas, mais je suis pessimiste. D'accord. Inès, Gandhi l'appelle un présidium. Est-ce que ce n'est pas finalement une manière de rebattre les cartes pour préparer une éventuelle relève? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres enjeux derrière cette redistribution? Laurent Gbagbo, la plus grande déception de l'Afrique de l'Ouest. Un homme qui a parlé plus fort que tout le monde, qui a joué aux souverainistes, aux résistants, aux pères de la nation, et qui, une fois au pouvoir, a livré le pays à la division, médiocrité et au chaos. Aujourd'hui encore, certains de l'AES et certains Ivoiriens le défendent comme un héros. Il faut être aveugle ou de mauvaise foi. 10 ans au pouvoir en 2000 à 2011, 10 ans pendant lesquels l'économie a stagné. Quand il arrive, le pays a encore des bases. Il y avait des bases. Sous lui, croissance anémique, souvent négative, investissement qui s'évapore, projet gelé. Pendant que le pays se coupe en deux, la Côte d'Ivoire était coupée en deux. Rien ne se construit. Le cacao continue de pousser par inertie, mais de vraies croissances d'emplois, d'infrastructures, quasi zéro. Comparé après 2011, sous Ouattara, 6 à 8% de croissance pendant des années. Est-ce que vous avez sous Gbagbo, c'était 1 à 4% du PIB. Routes, ports, énergie, transformation. Le PIB explose sous Alassane Ouattara. La pauvreté recule. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de la pauvreté, mais ça a reculé beaucoup. Ce n'est pas de la magie, c'est de la gestion. Sous Gbagbo, c'était l'inverse. Grand discours, résultat nul. Et l'ivoiriété, il n'a pas inventé le concept, mais il l'a poussé jusqu'au bout. Exclusion des nordistes, des djoulas, des musulmans, étrangers, rebelles, checkpoint, milices, discours de haine. Résultat, un pays coupé en deux. Une guerre civile, des milliers de morts. Une haine ethnique qui a pourri le pays pendant une décennie. Aujourd'hui, ceux qui parlent de paix savent très bien d'où elle vient. Ce n'est pas grâce à Gbagbo, hein. C'est malgré lui. Les 3000 morts de 2010-2011, Gbagbo en est le premier responsable. Je le dis haut et fort. Gbagbo est le premier responsable des 3000 morts. Il a perdu les élections, clairement. Tout le monde l'a dit. L'ONU, les observateurs, au lieu d'accepter le verdict des urnes, ils s'accrochent. Ils laissent les forces de sécurité et les milices frapper. Meurtre, viol, persécution. Le sang a coulé. Parce qu'un homme a préféré le fauteuil à la démocratie. Et le comble, le discours anti-français. Une fois il est parti, maintenant il nous sort le discours anti-français. Quand il était au pouvoir, la France n'était pas le problème. Hein. C'était le silence total. Lui-même qui finançait des politiciens français. Des campagnes des politiciens français. Mais lorsqu'il était là, c'était silence total. Les vrais dirigeants construisent quand ils ont le pouvoir. Les guignols crient quand ils l'ont perdu. C'est ça. Gbagbo, c'est le prototype. Vraiment. Gbagbo, c'est le prototype de ces hommes-là. Les guignols, quand ils sont plus au pouvoir, c'est là qu'ils ouvrent la bouche. Ils parlent. Mais quand ils sont au pouvoir, c'est silence total. Gbagbo, c'était comme ça. Ceux qui parlent beaucoup et ne changent rien. Boca pleine, résultats vides, démagogie, populisme ethnique, incapacité à gouverner pour le pays. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, il délègue encore des pouvoirs dans son parti comme si le pays l'attendait. Mais non, j'espère qu'il rigole quand même. J'espère ceux qui croient encore à Gbagbo, j'espère que vous rigolez. Je vous le jure. La Côte d'Ivoire a tourné la page. C'est fini. Défendre Gbagbo, c'est défendre la division, la stagnation. Vous le savez très bien. Et le refus de la démocratie quand elle ne vous arrange pas. C'est ça. Gbagbo, c'était ça. Et le refus de la démocratie quand elle n'arrange pas. Quand elle ne l'arrangeait pas, c'est là maintenant il sort les grands mots, les souverainistes.
la vraie reconnaissance va à ceux qui, avec tous leurs défauts, ont permis au pays de respirer et de se reconstruire. Gbagbo restera dans l'histoire comme le président de la grande déception ivoirienne. Ça, personne ne peut le nier. Vraiment, Bédié a fait mieux que lui. Le président Houphouët-Boigny a fait plus que lui. Alassane Ouattara a fait mieux que lui. Gbagbo, qu'est-ce qu'il a fait? La division et la grande boca. Parler beaucoup. Et ceux qui croient encore en lui, il est temps d'ouvrir les yeux. Moi, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Hein. Voilà, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Vraiment. Il faut qu'on se dise la vérité. Et maintenant, le comble du cynisme, le discours anti-français et souverainiste, quand il était au pouvoir, la France n'était pas le problème. On n'entendait pas ces tirades grandiloquentes sur la souveraineté. Il finançait même indirectement des campagnes en France. Selon ses propres aveux, hein, plus tard. C'est lui-même qui l'a dit. Hein. Mais dès qu'il a perdu et qu'il a été forcé de quitter le pouvoir, soudain la France est devenue l'ennemi absolu. Comment vous pouvez appeler ça? Le complot international, la cause de tous les maux. Il dit c'est un complot international. C'est classique, les gars. Les vrais dirigeants construisent quand ils ont le pouvoir. Les guignols, je vous dis, ils crient quand ils l'ont perdu. Gbagbo, c'est le prototype du politicien africain qui parle beaucoup et ne change rien. Boka, résultat vide. Il incarne la démagogie, le populisme ethnique, l'incapacité à gouverner dans l'intérêt national plutôt que clanique ou régional. Aujourd'hui, à plus de 80 ans. Il a plus de 80 ans. Mais c'est bon, à un moment donné. Non, la Côte d'Ivoire a tourné la page. Ceux qui le défendent encore, surtout depuis l'extérieur, hein, parce que c'est ceux qui sont à l'extérieur, ou par pure opposition, devraient se regarder dans le miroir. Défendre Gbagbo, vraiment, c'est défendre la division. Vraiment, aujourd'hui, vous n'aimez pas la paix qui est en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas ivoirien, mais j'ai le droit de parler. La vraie reconnaissance va à ceux qui, avec tous leurs défauts, je ne dis pas tout est parfait sous Alassane Ouattara. Mais vraiment, il y a la stabilité. Aujourd'hui, tu ne vois pas un Ivoirien te dire, non, toi, tu es un vrai Ivoirien, lui, ce n'est pas un vrai Ivoirien. Vraiment. Aujourd'hui, il a permis au pays de respirer, de croître et de se reconstruire. Vraiment. Aujourd'hui, le pays s'est reconstruit. Et c'est ce que l'Afrique a besoin, toute l'Afrique de l'Ouest. Vraiment. Parce que, allez regarder, Alassane Ouattara, quand il est venu au pouvoir, vous savez, tous les morts là, qu'ils soient de l'autre côté ou de l'autre côté, déjà, la première des choses qu'il a fait, c'est assembler tout le peuple ivoirien. Demander pardon. En fait, reconstruire le pays pour que tous les Ivoiriens se sentent Ivoiriens. Aujourd'hui, quand tu regarde la Coupe d'Afrique, regarde la joie de vivre des Ivoiriens. Tous les Ivoiriens aujourd'hui sont fiers d'être Ivoiriens. Et c'est ça que la Côte d'Ivoire a besoin. Mais vous imaginez, tant de Gbagbo? Ah non! Toi, on te disait que tu étais malien, tu es burkinabé, tu es nordiste, tu n'es pas un vrai Ivoirien. Les vrais Ivoiriens, c'est nous. Ah non! Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin de ça? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de retourner sur ça encore? Je vous laisse dire ce que vous pensez dans les commentaires. Merci, on se retrouve à bientôt. Gbagbo, je m'adresse à vous une nouvelle fois pour savoir si vous avez des observations à formuler sur les conditions de votre remise à la Cour pénale internationale, ainsi que sur les conditions de votre détention au siège de la Cour à La Haye depuis votre arrivée. Madame, les conditions de ma détention à la Cour ici, à la Cour à La Haye, sont correctes. Ce sont les conditions normales de détention d'un être humain. Mais c'est mes conditions d'arrestation qui le sont moins. J'ai été arrêté le 11 avril 2011 sous les bombes françaises. Président de la République, la résidence du président de la République a été bombardée du
31 mars au 11 avril. Et c'est dans ces décombres-là, le 11 avril, pendant qu'on bombardait la résidence qui était déjà à terre, nous on s'est cachés dans les trous de la résidence et une cinquantaine de chars français encerclaient la résidence pendant que les hélicoptères bombardaient. C'est dans ces conditions-là que j'ai été arrêté. J'ai vu devant moi mourir mon ministre de l'Intérieur, Tagro. J'ai vu mon fils aîné, qui est encore détenu en Côte d'Ivoire. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on l'a arrêté. C'est peut-être parce qu'il est mon fils. Je l'ai vu battu. J'ai vu mon médecin personnel qui était avec moi, le docteur Blé, qui est encore à Korogo. Je l'ai vu battu, j'ai cru même qu'il allait mourir, mais Dieu merci, il n'est pas mort. Mais Tagro a eu moins de chance, le ministre de l'Intérieur. C'est dans ces conditions que ça s'est fait. Bon, je ne vais pas continuer parce que on n'est pas dans le procès, mais je veux dire, les conditions de l'arrestation sont celles-là. C'est l'armée française qui a fait le travail. Et elle nous a remis aux forces de Alassane Ouattara, qui n'étaient pas encore les forces régulières de Côte d'Ivoire, puisque les forces régulières travaillaient avec moi. On nous a donc amenés à l'hôtel de Golfe, qui était le siège de campagne et le siège d'Alassane Ouattara, le 11 avril. Et le 13, l'ONUCI m'a transféré, enfin nous a transféré, moi et mon médecin personnel, nous a transféré à Korogo, à peu près à 600 km au nord de la Côte d'Ivoire. J'étais logé dans une maison. J'avais un lit, un moustiquaire, une douche. La salle, j'avais 2 repas par jour à ma demande, parce qu'on m'avait proposé 3. Généralement, je ne mange pas 3 repas par jour, j'en mange que 2. Donc, le problème n'était pas là. Mais je ne voyais pas le soleil. Je ne savais ce qui se passe dans le ciel que quand il pleuvait sur le toit. Je ne voyais pas le soleil. J'ai vu, les quelques rares fois où j'ai vu le soleil, que quand mes avocats sont venus, et ils sont venus à cause des difficultés, même Maître Altit est allé jusqu'à Korogo, il a fait 2 jours, on l'a empêché de me rencontrer. Et ça a été tout le temps comme ça, une bataille entre les avocats et mes geôliers pour que je puisse voir. Alors, c'est pas... Je pense que ça, ce n'était pas correct. Bon, là aussi, je vais m'arrêter parce que c'est pas une séance pour apitoyer les gens. Hein. J'essaie de décrire ce qu'il y a à dire. L'enfermement, sans pouvoir marcher, sans pouvoir voir le ciel, sans pouvoir sortir, a fait que j'ai eu de nouvelles pathologies, en plus de celles que j'avais déjà. Et je ne suis plus un jeune homme, comme vous le voyez, madame. Je ne suis plus un jeune de 20 ans ni de 30 ans.
J'ai aujourd'hui 66 ans. Donc, aujourd'hui, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à tous les poignets, j'ai mal Ici même, quand je suis arrivé, heureusement, on m'a fait des radios, on me donne des médicaments. Donc, voilà ce que je souhaitais dire. Sur mon transfert à La Haye, madame, moi, je suis toujours surpris par certains comportements. Si on me dit, Gbagbo, tu vas aller à La Haye, je monte dans l'avion, je viens à La Haye. Mais là encore, on nous a trompés. On m'a appelé, on me dit que je vais rencontrer un magistrat à Korogo dans le cadre de je ne sais plus quelle affaire. On a attiré mes avocats là-bas. Et pendant qu'on discutait, le juge d'application des peines est arrivé avec un papier que je n'ai d'ailleurs pas lu. Voilà le mandat d'arrêt. Donc, immédiatement, il faut qu'on fasse une séance. Ils ont improvisé là, alors que mes avocats n'étaient pas préparés à ça. Alors que moi-même, je n'étais pas préparé à ça. Ils ont improvisé là une séance de jugement pour que la Cour donne son autorisation à mon enfermement. Madame, je ne regrette pas d'être là, je suis là, on va aller jusqu'au bout. Mais je vais dire qu'on peut faire les choses de façon plus normale. On n'a pas besoin de se cacher. On n'a pas besoin de... j'ai dirigé ce pays pendant 10 ans, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Et quand cette séance volée s'est achevée, mon jury m'a pris dans la voiture pour me ramener à mon lieu de détention. Et puis à un moment, je vois qu'on dépasse le lieu de détention. Alors je lui dis, mais on a dépassé l'endroit. Il me dit, non, on va à l'aéroport parce que l'aéroport n'était pas éclairé. À partir de 18h30, il faut que l'avion s'envole. J'ai dit, je vais où? En avion. Il n'a même pas eu le courage de me dire, vous allez à La Haye. Il me dit, vous allez à Abidjan. Alors j'ai ri, parce que j'avais compris. Mais c'est comme ça que je suis venu sans rien. Sauf avec mon pantalon et ma chemise. Sans rien. Du tout. Donc je signale cela pour que vous puissiez prendre des précautions pour que prochainement, dans d'autres pays, dans d'autres cas, cela ne se répète plus parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça fait croire qu'il y a des gens qui sont de mauvaise volonté, qui n'ont pas envie de comparaître. Si on m'accuse, c'est qu'on a des éléments de preuve pour m'accuser. Donc, je comparais, je vais voir ces éléments de preuve, je vais les confronter à ma vérité, à moi, et puis vous jugerez. Mais ce n'est pas bon qu'on essaie de jouer des petits tours de passe-passe. Madame, voilà ce que je voulais vous dire sur mes conditions d'arrestation, de transport, de transfert et de vie ici. Ici, bon, on vit normalement, hein. Ici, il n'y a pas de...
Ici, je n'ai pas de problème. Ici, je n'ai pas de problème. Voilà. Voilà, madame.